Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Immersion gouvernementale. Le ministre de l'Information et de la Communication poursuit ses contacts à l'intérieur du pays. À Kankan, Fana Souma a échangé avec les journalistes autour du respect de l'éthique et de la déontologie. Nous serons sur place dès le début de cette édition d'information. Soulagement pour plusieurs enfants souffrant de problèmes auditifs et oculaires. Ils vont poursuivre leur traitement au Maroc. Les tickets de voyage sont remis à leurs parents grâce aux efforts de l'hôpital d'Onka. Et enfin, un grand événement littéraire en perspective. La 5e édition du Salon de la lecture s'ouvre demain à Conakry. L'initiative est de qualifier le niveau des élèves guinéens. Les organisateurs étaient ce week-end face à la presse pour expliquer la portée de cet événement. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le ministre de l'Information et de la Communication poursuit donc sa série de visites au sein des médias de l'arrière-pays. Après la région de Farana, Fana Souma est à Kankan pour la même cause. Il s'agit de recueillir les préoccupations des journalistes pour relever ensemble plusieurs défis en matière de traitement et de diffusion des informations. Diamo Kaba est sur place. En immersion gouvernementale à Kankan, le ministre de l'Information et de la Communication commence par l'une de ses priorités. Pour Fana Souma, la nécessité d'aller à la rencontre des hommes de médias est un principe pour bien baliser les mesures phares à prendre en compte pour plus de professionnalisme. De la radio Nourdine FM en passant par la maison régionale de la presse, le ministre des médias a observé les conditions de travail. Même regard sur le chantier de la direction régionale de l'information et de la communication. Des visites marquées par des parenthèses qui affichent des effets. Nous sommes vraiment comblés de joie. Le fait que le ministre nous a apporté son soutien, le peu qu'il a la possibilité de faire, il vient de le prouver devant la presse de Kankan. Et en dehors de cela, nous avons eu quand même à l'expliquer aussi. Autre problème, par exemple, le problème des subventions allouées aux médias et aux maisons régionales de la presse. Et nous a promis aussi qu'il va s'y mettre pour que, à la longue, nous puissions aussi recevoir ce que nous devrons avoir par rapport à cette subvention. À la radio rurale de Kankan, l'agenda du ministre Fana est bien précis. Recueillir les points de vue des journalistes afin de corriger des insuffisances. Rencontrer aujourd'hui la presse est un espoir pour nous, un ouf de soulagement. En tout cas, nous sommes très ravis de partager ces moments avec Monsieur le ministre. Et il nous a écoutés et nous pensons qu'au sortir de cette immersion, nous allons beaucoup en tirer profit. En partageant ses ambitions, Fana Souma invite les journalistes à respecter les cahiers de charges et à jouer leur rôle de façon responsable en matière de traitement et de diffusion des informations. Déjà dans la savane guinéenne, l'offensive médiatique fait du chemin. Sous les auspices du ministère de l'Information et de la Communication, plusieurs anomalies sont corrigées pour le bien des auditeurs et téléspectateurs des médias publics. Les installations des émetteurs en passant par celles des antennes locales, ce vent de renouveau enclenché par le ministre Fana Souma est perçu comme un acquis qui redonne de l'espoir aux auditeurs et téléspectateurs. Partout, la stratégie de communication du gouvernement est saisie à plus d'un titre. Merci à Diamo Kaba pour ces explications. Et c'est dans ce contexte que les travaux de formation des journalistes de la Basse-Guinée viennent de prendre fin à Kindia. Pendant plusieurs jours, ils ont renforcé leurs connaissances sur des notions liées à l'éthique, à la déontologie et au traitement de l'information publique. La paix, les droits humains et l'impact de l'intelligence artificielle ont été également abordés. Une initiative de la Haute Autorité de la Communication. Amadou Touré. Pendant 3 jours, ces formateurs de la Haute Autorité de la Communication HAC ont chacun développé des thèmes portant sur l'éthique, la déontologie, le traitement de l'information publique, médias, droits humains, culture de la paix et impact de l'intelligence artificielle AI sur la presse. Des notions qui viennent améliorer le quotidien de ces journalistes dans leur rédaction. Ces enseignements nous permettent désormais d'exercer notre métier avec encore plus de responsabilité et de professionnalisme. Au terme de ces journées, les responsables de l'institution de régulation des médias en Guinée et autorités de la ville Kindia s'attendent à plus de professionnalisme dans le traitement des prochains articles conformément aux directives enseignées. Avec ce package de modules que nous avons dispensé au niveau de Kindia,
certainement la Basse-Côte va ressentir sur les antennes un grand changement qui amènera la paix, la stabilité, la fraternité. Si vous êtes la nouvelle génération, prenez tout le temps d'accepter la formation. Sincèrement, vous avez la vie de la nation. Le journaliste n'est pas n'importe qui. Un journaliste vraiment qui se connaît doit pouvoir vraiment se comporter dans les règles de l'art partout où il est. Après l'abbé au compte de la Moyenne Guinée et ici à Kindia pour la Basse Guinée, les commissaires de la haute autorité de la communication déposeront dans les jours suivants leurs bagages pour les mêmes exercices à Zérékoré et à Kankan pour la région forestière et la Haute Guinée. Et puis à Mamou, des organisations de la société civile, des étudiants de certaines universités du pays et des médias de proximité étaient mobilisés autour du contrôle citoyen de l'action publique. C'est une activité portée par la structure Action des femmes volontaires pour le développement durable. L'objectif est d'amener les décideurs à rendre compte de la gestion des ressources propres aux communautés. Mamadou Paté-Baldé. En Guinée, le contrôle citoyen de l'action publique s'impose comme une nécessité. Pour élever le défi, l'ONG Action des femmes volontaires pour le développement durable réunit à Mamou des organisations de la société civile, des étudiants et des médias de proximité pour échanger autour de la question. Ce projet est exécuté en partenariat avec AFVDD dans les régions de Mamou et de Labé, et a pour objectif de familiariser les acteurs à la culture du contrôle citoyen de l'action publique, CAP, afin qu'ils puissent assumer pleinement leur mission de supervision participative des actions de développement réalisées par l'exécutif au niveau de leur localité. L'État doit pouvoir satisfaire les besoins de la population. Il faut d'abord sensibiliser les populations pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations fiscales en payant les impôts et les taxes. A priori, les gens n'acceptent pas qu'on fouille, qu'on jette le regard dans leur gestion, quoi. Et alors que le but de cette formation, c'est de nous outiller davantage pour qu'on puisse vraiment ouvrir grandement les yeux, les citoyens, cette fois-ci, pour voir effectivement une question de traçabilité, de transparence. Pour réussir ce programme, la FVDD bénéficie du soutien financier de l'AFD, l'Union européenne et l'Expertise France à travers Aide et Action internationale Afrique afin de cerner la problématique de l'action publique en Guinée. Nous fondons l'espoir qu'au terme de cette formation, que vous serez plus à mesure de faire passer des messages clés et des sensibilisations positives pour améliorer la bonne gouvernance locale. Des thèmes comme les domaines et la phase des conduites sur le contrôle citoyen de l'action publique ont été débattus durant cette rencontre de 3 jours à Mamou. Ici à Conakry, c'est la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université générale Lansana Conté de Sofonia qui vient d'accueillir plusieurs nouveaux docteurs. Au nombre de 14, ces enseignants-chercheurs ont validé leur doctorat dans les universités sénégalaises et françaises. Ils comptent désormais apporter de nouvelles expériences au sein de cette institution d'enseignement supérieur de notre pays. C'est un reportage de Bakary Bamba-Kondé. Dans une ambiance empreinte de fierté et d'émotion, l'Université générale Lansana Conté de Sofonia a organisé une cérémonie officielle pour accueillir ses 14 nouveaux docteurs en sciences juridiques et politiques. Cet événement souligne les efforts individuels des récipiendaires, mais également l'engagement de l'institution envers l'excellence académique et la recherche. Aujourd'hui, ici, nous voyons au-delà des anciens docteurs qui sont déjà en activité, que l'université accueille aujourd'hui 14 de ces nouveaux docteurs. On peut considérer ça comme étant une révolution scientifique à la faculté des sciences juridiques de l'Université Lansana Conté de Sofonia. Les nouveaux docteurs ont partagé leur parcours, leurs défis surmontés et leurs projets futurs. Nous allons continuer à enseigner, nous allons continuer à écrire, des écrits de toutes sortes, particulièrement des articles, pour montrer à la fois au pouvoir public, au monde universitaire et à tout un chacun que la pratique, c'est effectivement le travail à faire, mais la pratique, c'est fait
sur des théories, sur des connaissances. Les thèmes développés sont des thèmes porteurs, c'est des thèmes qui sont au centre des préoccupations nationales et internationales. Je pense que ça, c'est à l'actif de nos enseignants-chercheurs et nos étudiants vont bénéficier largement de ces recherches doctorales. En les intégrant dans sa communauté, l'Université Jeune Lansana Conté de Sofonia renforce son engagement envers la recherche et le développement intellectuel. Ces nouveaux docteurs sont désormais prêts à relever les défis du monde académique et à faire avancer le savoir dans leurs domaines respectifs. On va rester encore un peu au ministère de l'Enseignement supérieur qui s'engage dans la promotion de l'innovation. À l'université de Zérékoré, par exemple, un espace numérique de travail est inauguré en marge de l'immersion gouvernementale. Aujourd'hui, la première cohorte d'enseignants-chercheurs est en train de se familiariser avec cet outil de travail. Là, c'est Kamisoko. À l'université de Zérékoré, l'heure est à l'intégration du numérique dans le système d'enseignement. Pour faciliter le déroulement des cours et améliorer la qualité des prestations, 50 enseignants-chercheurs de ce temple du savoir se familiarisent avec cet outil numérique. Il s'agit là d'un outil performant, un outil pédagogique à travers lequel les enseignants pourront aussi bien à distance qu'en présentiel donner leurs cours, chargés de contenu pédagogique auquel les étudiants pourront avoir accès, chargés aussi de contenu audiovisuel auquel les étudiants pourront avoir accès. Donc en gros, c'est vraiment un outil numérique qui va favoriser et faciliter l'innovation pédagogique. Au-delà de mettre en réseau enseignants, chercheurs et étudiants, l'ENT devrait faciliter aussi la gestion administrative des institutions d'enseignement supérieur du pays. Ça permet de franchir l'étape dans la qualification des enseignements et de la recherche au sein de notre université, que ce soit dans la gestion des enseignements, la gestion du personnel enseignant et même la fluidité des échanges entre personnel de l'université. Donc c'est vraiment un outil dédié qui va nous permettre d'améliorer nos capacités et nos compétences en matière d'enseignement et de la recherche. C'est la toute première fois qu'un ministère pense vraiment à rehausser le niveau des enseignants par rapport à l'espace numérique, favoriser la méthodologie, la qualité de l'enseignement pour tous les enseignantes et enseignants-chercheurs de notre institution. Surtout l'Université des Zérékoré, c'est un grand honneur pour nous aujourd'hui. Inscrits dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental en matière d'innovation, les espaces numériques de travail visent à favoriser l'innovation pédagogique dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Au même moment, les nouveaux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de Dalaba viennent d'être gratifiés d'un accueil chaleureux. Ils ont bénéficié d'une intégration au programme d'enseignement par les autorités de l'Institut des sciences et médecine vétérinaire. Un moment aussi pour visiter le site des classes préparatoires à Sebori, dans la préfecture de Dalaba. Sarafudine Diallo et son Assagno. Les classes préparatoires aux grandes écoles de Dalaba, initiées par le ministère de l'Enseignement supérieur, visent à former des cadres de haut niveau répondant aux standards internationaux. Sur la scène mondiale, chaque année, nous organisons une journée d'intégration pour nos nouveaux étudiants. Donc une fois à l'université, il faut organiser une journée d'intégration, leur faire imprégner réellement de la situation, quelles sont les attentes, qu'est-ce qui les attend dans le futur. Les classes préparatoires aux grandes écoles de Dalaba constituent un tremplin dans la qualification du système d'enseignement supérieur et de la richesse scientifique de la Guinée. Les classes préparatoires aux grandes écoles sont désormais intégrées aux concours communs tels que la banque Agroveto, la banque PT, les concours Minpon, les concours centrales Supélec, Polytechnique, ainsi que les ENS et bien d'autres établissements à travers l'Afrique et le monde. Nous avons le potentiel de transformer notre paysage éducatif, d'accompagner nos étudiants vers l'excellence et de les préparer à relever les défis du monde moderne. En seulement quelques années, les classes préparatoires aux grandes écoles de Dalaba ont su relever le défi d'allier rigueur académique, innovation pédagogique et ambition internationale. Nous ne serions jamais présents ici sans votre engagement indéfectible. Vous êtes pour nous des guides qui éclairent nos chemins. Nous mesurons la chance que nous avons de profiter de votre expertise et de vos conseils.
La cérémonie d'accueil et d'intégration des nouveaux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de Dalaba a été marquée, entre autres, par des présentations des programmes de formation, du service de scolarité, du laboratoire, ainsi qu'une visite des locaux des CPGE à Sebori. Et pendant ce temps, à Farana, les acteurs en charge de l'éducation s'activent dans les préparatifs des examens nationaux session 2025. Ils viennent de sortir d'une rencontre de 2 jours pour discuter des dispositions à prendre pour garantir le bon déroulement de ces évaluations dans la région de Farana. Ibrahim Maoulin Fofana et Silati Kourouma. Ici, à Farana, les cadres de l'inspection régionale et les acteurs préfecturaux de l'éducation sont en conclave. Au centre de cet atelier préparatif des examens nationaux, les dispositions et stratégies à envisager pour le bon déroulement de l'échéance. Les examens nationaux constituent l'éclairage, le phare de tous les efforts consentis par les enseignants que pour les élèves. Donc les organiser dans de très bonnes conditions est une préoccupation. Nous voulons qu'à l'issue de ces ateliers-là, les examens se tiennent dans toute la commodité possible, qu'il n'y ait pas de raté. Parce que nous sommes au mois de février, les examens c'est en juin. Ainsi, ça va nous permettre d'éviter des erreurs que nous avons connues dans le passé. Pendant cette rencontre, ces acteurs vont également faire une rétrospective sur les acquis et les moments enregistrés durant les années précédentes. Les travaux que vous allez mener ces 2 jours vont aboutir à des recommandations pertinentes qui seront prises en compte au niveau national. Qu'on dise que les recommandations de Farana ont été aussi pertinentes que ça a dominé le rapport au niveau national. C'est ce que nous souhaitons. Les thématiques abordées, ce sont les dysfonctionnements enregistrés au cours de la session des examens 2024. C'était le premier thème. Le deuxième thème, c'était d'élaborer des termes de référence pour la démultiplication au niveau préfectoral. Au retour dans nos directions respectives, surtout à Kissidougou, l'engagement pris, c'est de restituer à toutes les structures déconcentrées à la base. Ces acteurs impliqués dans le processus ont bénéficié des enseignements sur des stratégies à mettre en place afin de pouvoir répondre aux attentes des autorités en charge de l'enseignement préuniversitaire. Dans le reste de l'actualité, l'évaluation des contrats de performance pour l'exercice 2024 a pris fin sur une note d'espoir. C'est un exercice qui aura permis à la Commission d'examiner les résultats en termes d'exécution physique et financière des programmes ayant bénéficié de financement des partenaires. Mamadi Gassama et Abakar Djabi. La session d'évaluation des contrats de performance des unités de gestion des projets pour l'exercice 2024 arrive à terme. Après 2 semaines d'intenses travaux, il était question pour les coordinateurs des projets de passer en revue les résultats obtenus en termes d'exécution physique et financière des projets et programmes bénéficiant du financement des différents bailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de se rencontrer 2 fois dans l'année, de dresser le bilan, de faire l'état des lieux et aussi d'identifier ensemble qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Cette année, la particularité est que, sur instruction de M. le Président, nous avons pu mettre en place un système digital qui nous a permis cette fois-ci d'améliorer notre outil de travail. Comme vous le savez, l'année passée, on était sous papier. Aujourd'hui, tous les membres du comité étaient munis d'une tablette à travers laquelle les évaluations se font. Une 60aine de projets d'investissement a été évaluée par le comité de suivi et d'évaluation conformément au respect des principes de redevabilité. La présente séance marque la fin de la session d'évaluation de la performance des unités de gestion des projets sur l'exercice 2024. Il a consisté à passer en revue les activités mises en œuvre, mais aussi de regarder le niveau d'attente des critères sur lesquels des indicateurs sont adossés. Mais il a aussi surtout permis à l'équipe que nous constituons d'identifier les défis, les contraintes auxquelles ces projets sont confrontés. La prochaine étape
consistera à la signature des contrats de performance pour l'exercice 2025 prévu le 7 mars prochain. Et puis, mesdames et messieurs, ce sujet qui vient tout juste de nous parvenir, la mission de travail conduite par le ministre secrétaire général de la présidence de la République poursuit ses consultations à Munich, en Allemagne. La délégation a eu plusieurs rencontres sur des sujets aussi divers que la sécurité, le processus de refondation en cours ou encore la santé et les mines. Général Amara Kamara a expliqué aux personnes rencontrées la vision du chef de l'État sur chacune des problématiques abordées. La synthèse des audiences avec Oumar Bari, Alia Kamara et Fernand Goumou. Au sommet de Munich, les questions et rencontres sur la sécurité sont des priorités absolues. La délégation guinéenne, conduite par le général Amara Kamara, n'a pas dérogé à cette règle. Le samedi 15 février 2025, l'émissaire du président de la République et le ministre secrétaire général de la présidence a d'abord reçu en audience le ministre de la Défense du Rwanda. Au menu de la rencontre, la belle amitié entre Conakry et Kigali sous la vision des deux chefs d'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya et son Excellence Paul Kagame. Les deux délégations ont surfé sur la belle histoire de fraternité entre ces deux leaders en évoquant des questions de renforcement de la coopération militaire. Le général Amara Kamara à ses côtés, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, et le commandant du groupement des forces spéciales a ensuite reçu dans la foulée le ministre mauritanien de la Défense. Avec M. Hanana Ould Sidi, les échanges ont également porté sur la dynamisation de la coopération entre les deux États membres de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, sur le plan de la sécurité. Les deux parties ont aussi évoqué des questions purement diplomatiques et se proposant d'élever, sous la directive de leurs présidents respectifs, le niveau de représentativité à travers des ambassades. En début d'après-midi, le ministre secrétaire général de la présidence a échangé avec M. Javier Colomina, secrétaire général de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN souhaite engager des réflexions profondes avec la Guinée sur des sujets essentiels comme la sécurité dans la sous-région. Le général Amara Kamara a écouté et noté les propositions faites dans ce sujet. Il a rappelé que la sécurité est une question fondamentale pour le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et qu'elle doit être abordée de façon mûrie et pragmatique. Outre les questions de défense et de sécurité, la délégation guinéenne a aussi été invitée à faire l'état des lieux du processus de refondation en cours. Un exercice dont s'est acquitté avec humilité le ministre secrétaire général de la présidence au cours d'une audience avec le docteur Jessen Flashbart, secrétaire d'État au ministère allemand de la coopération. La Guinée est dans une dynamique positive et 2025 est une année électorale. Des progrès salués par la partie allemande qui a également montré un intérêt particulier pour le programme Simandou 2040. L'Allemagne, première puissance économique d'Europe, salue la vision et le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République dans la conduite de ce programme. Sur un autre registre, les émissaires du chef de l'État au sommet de Munich ont échangé avec une délégation de l'Organisation mondiale de la santé. Au menu de l'entretien, le renforcement des relations entre cette institution et la République de Guinée. Plusieurs secteurs sont ciblés, notamment l'amélioration de la couverture vaccinale. Je suis heureux de l'engagement du gouvernement et particulièrement de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Heureux d'entendre l'engagement de faire vacciner tous les enfants. Les enfants sont l'avenir de notre pays. Investir dans ces enfants, c'est investir dans notre pays. L'OMS va continuer de soutenir la République de Guinée pour que le système de santé s'améliore encore plus. Cette journée marathon a pris fin par une rencontre avec M. Paul Richard Gallagher, ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège. Le Vatican s'intéresse à la situation politique en Guinée et l'émissaire du souverain pontife a eu des explications très claires sur la conduite de la refondation en République de Guinée.
Merci à Oumar Bari. Retour à Conakry et nous allons parler de la transaction commerciale dans la vente du carburant. L'équilibre recherché pour satisfaire le client et le gérant d'une station n'est obtenu que quand le volucompteur d'une pompe est fidèle. L'immersion gouvernementale est mise à profit par le ministère du Commerce pour vérifier davantage le niveau de stabilité de ce matériel. On voit ça beaucoup plus en détail avec Abdul Karim Kamara. C'est un combat pour bannir de l'exercice les pratiques commerciales déloyales. Dans les stations-service, la vérification des volucompteurs est l'un des aspects de garantie pour la protection des consommateurs. Dans le cadre de l'immersion gouvernementale, le ministère du Commerce, Industrie et PME, à travers l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, lance une vaste campagne de contrôle. Les volucompteurs doivent être calibrés régulièrement. La machine peut donner plus de carburant ou moins de carburant. Notre rôle est de s'assurer que le carburant délivré ne soit pas plus ou moins. Après la vérification, nous mettons des scellés. Et ces scellés, il y a des numéros là-dessus. Si les pompes sont vérifiées et qui sont conformes, nous mettons les vignettes de couleur verte et les vignettes rouges, ça veut dire que la pompe n'est pas conforme. Cet équilibre, il est traqué par l'IGNM dans la fidélité du volucompteur avec moins 0,3 comme marge de tolérance. Quand on doit charger un camion, il faudrait dans le chargement du camion qu'on mette les 0,02% de cette quantité pour qu'avant que ça n'arrive à destination, que ça soit une quantité normale. Parce qu'il y a le taux d'évaporation. L'objectif de cette mission, c'est de faire en sorte que la transaction commerciale entre les clients et les fournisseurs soit saine, soit sûre et soit précise. Une semaine après son lancement, la campagne a permis de vérifier 181 volucompteurs dans la région forestière. Résultat des courses, 165 sont conformes et 16 mis hors usage. À l'hôpital, donc, je le disais au sommaire, la prise en charge des enfants souffrant de problèmes auditifs et oculaires est devenue effective. Les parents de ces enfants viennent de recevoir des tickets de voyage. Ils vont donc pouvoir désormais poursuivre leur traitement au Maroc. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des responsables de la structure sanitaire. Thierno Ousmane Diallo, Nabila Moussa Kamara et Abdul Razak Souma. À l'hôpital CHU Donka, dans l'amphithéâtre, des frais de voyage pour le Maroc sont remis aux parents des enfants bénéficiaires d'un traitement médical. Confrontés à un déficit auditif et oculaire, les billets de voyage sont remis aux parents de ces enfants qui doivent être opérés au Maroc avec l'accompagnement des spécialistes guinéens. Je sais que les implants, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée des parents. Ce n'est pas facile, c'est de l'argent. Nous, les Lions, le club Médcis n'est formé que de médecins. On avait 5 objectifs autour desquels nous travaillons. Il y a la vue, il y a l'environnement, il y a le diabète de l'enfant. Partout où il y a un besoin, il y a un lion. Donc nous prions Dieu que ces enfants aient leurs soins et qu'ils nous retournent dans de meilleures conditions. Nous ne pouvons que témoigner notre joie et plaisir de voir ces visages lumineux qui nous témoignent un espoir de pouvoir revoir ces enfants recouvrer leur audition. Pour réaliser cette activité, de nombreuses structures ont apporté leur contribution. Venus de Conakry et de l'intérieur du pays, les parents des enfants bénéficiaires apprécient cette démarche. En plus de ces tickets de voyage pour suivre les soins médicaux au Maroc, des formations des jeunes cadres sont aussi prévues par les initiateurs. Donc tout ce que je pourrais dire, c'est de remercier le groupe et souhaiter toujours une bonne chance à tout le monde, que les enfants reviennent dans les bonnes conditions. Pour améliorer la qualité des soins de santé, les responsables de l'hôpital Donka, en partenariat avec d'autres structures sanitaires réputées dans la sous-région, travaillent en commun accord en vue de mieux prendre en charge les patients et renforcer la coopération médicale. Les experts de la santé, les partenaires techniques et les autorités viennent également de se retrouver à Conakry. Ils ont discuté de l'intégration des vaccins contre le pneumocoque et le rotavirus dans le calendrier vaccinal national, une initiative clé pour renforcer la protection des enfants contre des maladies respiratoires et des diarrhées aiguës. Abraham Christophe Conté pour des explications.
Organisée par le réseau Afrique Jeunesse de Guinée et l'ONG FRIGED, cette instance vise à sensibiliser les décideurs sur l'importance de l'introduction des vaccins PCV et rotavirus dans le calendrier national de vaccination en Guinée. Ces vaccins permettront de sauver des vies et de réduire la pression sur le système de santé. Vu que beaucoup d'enfants continuent de mourir de ces maladies évitables par ces vaccins et que nous osons croire, n'est-ce pas, à l'acceptation de plaidoyer de la part de nos autorités afin d'intégrer très rapidement ces 2 vaccins dans le programme vaccinal du pays pour sauver les vies des tout petits. C'est un plaidoyer fort que nous lançons aujourd'hui, non seulement auprès du gouvernement, aussi auprès des communautés, pour qu'ils puissent vraiment être préparés et accepter les 2 vaccins avant son introduction. Les participants ont échangé sur les défis, le financement et les stratégies pour une mise en œuvre réussie. As we know, dans tous les pays, la priorité d'abord c'est la santé. Ça s'est passé en Chine et ça s'est passé au Nigeria. Pourquoi pas, ça ne va pas se passer en Guinée. Nous avons également demandé à la société civile de faire une sensibilisation au niveau de la communauté pour les amener à accepter cette vaccination. Cette rencontre qui regroupe les acteurs et les experts en matière de santé marque un tournant décisif dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination et aussi dans la réduction de la mortalité infantile en Guinée. L'assainissement du secteur pharmaceutique se poursuit dans la région de Kankan. Une vaste opération de fermeture des points non agréés vient d'être lancée. C'est une synergie d'action soutenue par la Cour de répression des infractions économiques et financières pour mettre fin au trafic de faux médicaments dans notre pays. Diamo Kaba. Le trafic de faux médicaments, une pratique clandestine courante à Kankan. La filière est bien organisée et son démantèlement exige une vigilance de tous les instants. Au nom de la santé publique, le parquet d'Incense, les membres du conseil régional des pharmaciens de Kankan et les autorités se mobilisent. Les produits que nous avons saisis sont effectivement des produits impropres à la consommation. Ça veut dire que les produits d'abord sont saisis dans les mains d'une personne non autorisée. C'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que ces produits que nous avons sous la main ne sont pas enregistrés dans la nomenclature nationale des médicaments. Donc, ils ne sont pas autorisés par le ministère de la Santé à être vendus en Guinée. Ces produits-là sont à notre niveau et ces produits-là ont été inventoriés par les responsables de la pharmacie, mais aussi par l'huissier. Donc, ces produits-là sont là, à leur disposition. Et d'ores et déjà, on avait eu un soir transmis du procureur de la République. Et par rapport à ces pharmacies illégalement installées dans la commune urbaine de Kankan. La fermeture des cliniques et pharmacies non agréées est un signal fort pour interpeller les consciences. La chaîne pénale soutient la démarche. Le procureur spécial, M. Adi Touré, a pris une réquisition qui a mis la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie à l'effet d'accompagner, n'est-ce pas, le Conseil national, y compris l'huissier de justice, qui a le rôle d'identifier, n'est-ce pas, les propriétaires de ces points de vente, des pharmacies illégalement installées à travers la commune urbaine de Kankan. C'est une profession réglementée en Guinée. La saisie de ces produits pharmaceutiques traduit l'engagement des acteurs à intensifier les contrôles. La synergie d'action se développe pour renforcer des actions de prévention et mettre fin à ce trafic illicite pour sauver des vies. La suite de ce journal avec cette question: comment renforcer l'expertise des cadres de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale? Une rencontre d'échange est organisée autour de la problématique. Plusieurs thématiques sont abordées pour l'occasion. Elles sont en lien avec le développement durable et la prise en compte des aspects environnementaux les plus récents dans le montage et dans la mise en œuvre des projets et programmes nationaux. Mamadou Alpha Baldé.
Favoriser un développement durable dans tous les domaines à travers des plans de gestion environnementale et sociale bien élaborés, l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale renforce les capacités de ses comités techniques d'évaluation environnementale. Le CTAE constitue une institution pour nous, côté technique et scientifique, pour valoriser les projets selon les sites. Le plus grand niveau que nous souhaitons, c'est donner une valorisation aux études depuis le cadrage jusqu'à la validation et la délivrance même, dont les paysages constituent l'élément de travail tout au long du projet. Avec l'assimilation de ces nouveaux outils, ces spécialistes de l'évaluation environnementale se donnent ainsi les moyens de mieux appréhender les enjeux environnementaux avant, pendant et après les projets de développement. Parce que pour pouvoir prédire si le projet mérite une autorisation environnementale, il faut qu'eux soient capables d'aller puiser à l'intérieur et être certains que tous les éléments nécessaires pour que ce projet puisse se faire sans avoir des impacts sur le milieu, les impacts négatifs, je veux dire, sur le milieu, soient pris en compte et gérés et suivis. Considéré comme un scandale géologique et même agricole, la Guinée entend se tourner vers un développement principalement orienté vers le strict respect des normes environnementales. Et puis des actes citoyens mis en place par des mouvements de soutien aux actions du CNRD tels que le mouvement Mounafani. Ses membres ont sillonné le marché Madina pour sensibiliser les acteurs sur la salubrité. Ils ont mis l'occasion à profit pour marquer leur adhésion aux idéaux du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Ousmane Ba et Youssouf Kamara. Vive la continuité du président Mamadi Doumbouya. Avec enthousiasme, ces jeunes rallient le marché de Madina, le poumon économique de la capitale. Un mouvement d'ensemble pour sensibiliser les citoyens sur le civisme afin d'assainir l'environnement et leur cadre de vie. C'est une initiative du mouvement Mounafani, accompagnée d'autres structures. Des actes pour soutenir les IO et les acquis du CNRD. On a organisé l'assainissement avec les femmes d'Abara et Friperie pour assainir tout Madina aujourd'hui avec notre marraine Aïcha Diallo et avec mon ami le mouvement Ouali Chourou. Plus continuons avec le CNRD. Donc nous sommes là pour accompagner le président de la République qui n'est ni de la propagande mais par conviction. Mounafani, c'est un mouvement vraiment qui a montré un acte très salutaire, également de civisme, afin que tous les citoyens soient dans l'esprit. Main dans la main pour un front commun, afin de marquer leur adhésion totale à l'esprit civique des autorités guinéennes, avec à la tête le général Mamadi Doumbouya. En tant qu'un citoyen modèle, il faut toujours apporter un plus au développement de sa nation. Nous voulons la continuité du président Mamadi Doumbouya. Il faudrait qu'on l'appuie à travers des actes. À cet effet, nous avons préféré qu'il y ait l'assainissement du marché de Madina. Après Madina, ces jeunes promettent d'implémenter cette action dans d'autres quartiers de Conakry et de l'intérieur du pays pour davantage montrer leur engagement en faveur d'une salubrité publique et de la pérennisation des acquis du CNRD. Et c'est parti pour la deuxième édition du tournoi d'assainissement initié par l'ONG Nouvelle Vision pour le Progrès. Et cette édition se joue à Kaloum, entre 11 quartiers. Et le quartier le plus propre va remporter une cagnotte de 100 millions de francs guinéens. Les détails avec Abakar Junior Kamara. Ce carnaval géant donne le coup d'envoi de la deuxième édition du tournoi d'assainissement entre les 11 quartiers de la commune de Kaloum. Le projet est porté par l'ONG Nouvelle Vision pour le Progrès. Nous entamons notre deuxième édition après la première à Taouya, après avoir opposé les 6 secteurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Kaloum. On oppose les 11 quartiers. Et c'est dans le but d'accompagner les nouvelles autorités, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, dans sa lutte contre les insalubrités et une façon de promouvoir l'action citoyenne, que chaque Guinéen se demande ce qu'il peut faire pour son pays. C'est un tournoi qui nous va droit au cœur
parce qu'il s'inscrit dans le cadre de la salubrité sociale. Et telle a été notre lutte depuis que nous sommes venus à la tête du quartier. La méthode d'exécution de ce projet met en compétition les quartiers et le plus propre rafle une cagnotte de 100 millions de francs guinéens. Inspiré du football, les chefs de quartier sont les capitaines de chaque équipe et les équipements représentent un peu les équipements de football. Nous, à la place, on donne des brouettes, des râteaux, tout ce qu'il faut, tout ce qui va dans l'assainissement. Nul n'a le droit de vivre dans la saleté. La perle de l'Afrique, la Guinée d'antan est sale. Et aujourd'hui, il faut la nettoyer. Et nous, on essaie de créer un engouement autour. Pour les responsables de la cité administrative de Guinée, cette émulation permettra d'impliquer la jeunesse dans les actions de développement et de citoyenneté. Dans les perspectives, la structure compte organiser ces genres de compétition dans les autres quartiers de la capitale, éventuellement les villes de l'intérieur du pays. Et à présent, le contenu de ce communiqué de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, communiqué portant prolifération de l'utilisation non autorisée des fréquences et des systèmes de radiocommunication. Dans le cadre de ses missions de régulation et de contrôle, l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT constate une augmentation préoccupante de l'importation, de l'installation et de l'utilisation non autorisée des systèmes de radiocommunication en République de Guinée. L'ARPT rappelle que l'importation, l'installation et l'utilisation d'équipements radioélectriques tels que les répéteurs de signaux, les émetteurs et autres dispositifs similaires sont réglementés en République de Guinée. En effet, le mauvais usage de ces équipements peut engendrer de graves interférences, compromettant ainsi la qualité des services de télécommunication et perturbant les utilisateurs. De plus, l'utilisation des fréquences et des systèmes de communication radio, notamment talkie-walkie, radiodiffusion FM-TV, etc., est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'ARPT conformément aux dispositions de l'article 439 de la loi L 2015-018 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée. L'ARPT invite toutes les personnes et organisations concernées à se rapprocher de ces services afin de régulariser leur situation. Des missions de contrôle sont déployées en continu sur le terrain et tout constat d'irrégularité fera l'objet de sanctions conformément aux articles 138, 140, 143, 144 et 145 de la loi L 2015-018 relative aux télécommunications TIC en République de Guinée. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'ARPT au 13 13 ou au 669 22 10 00. La direction générale. Dans le reste de l'actualité, la sous-préfecture de Kamsar salue les actions de développement mises en place par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Les citoyens unissent leurs efforts au sein d'un mouvement qui vient de lancer ses activités. Les autorités locales apportent leur appui à cette action soutenue par Sekouba Kamara, PDG de Nana Guinée International. Marie-Angélique Bangoura. C'est dans une atmosphère conviviale et alléchante que s'est tenu le mouvement de soutien dénommé dans la langue du terroir au Miningratin Raborial. Soutenons tous le général Mamadi Doumbouya pour qu'il améliore les conditions de vie des Guinéens. Cette rencontre initiée par la coordination sous-préfectorale de Kamsar a permis aux jeunes et aux femmes de cette localité de se joindre à ce mouvement qui a pour objectif réaffirmer leur engagement à soutenir le chef de l'État dans son combat pour le développement de la Guinée. Ce mouvement, rehaussé de la présence du coordinateur des mouvements et associations de soutien du général Mamadi Doumbouya, est un signal fort d'union pour marcher dans une même direction. Le fondateur du mouvement, Sekouba Kamara, a salué tous les acteurs impliqués pour la réussite de cet événement. Dans ce même ordre d'idées, il a encouragé les jeunes de Kamsar à continuer dans cet élan de soutien pour le chef de l'État, désireux d'apporter un développement harmonieux à la Guinée. Il s'est également adressé aux femmes, véritables piliers de la société guinéenne, dont la force et la résilience sont la garantie de la cohésion nationale, tout en les exhortant à continuer le combat. Les artistes Doudou Béni et Singleton ont offert au public des moments inoubliables. Leur performance a mis en évidence les valeurs de solidarité et de dévouement qui animent ce mouvement. Les femmes, les jeunes et les associations de plusieurs localités de Kamsar étaient nombreux à manifester leur soutien.
à l'homme du 5 septembre de jouer un rôle significatif dans le développement de la Guinée en étant actifs et enthousiastes. Leur dévouement sincère démontre ici leur engagement à soutenir les orientations du mouvement. Soutenons tous le général Mamadi Doumbouya pour qu'il améliore les conditions de vie des Guinéens. La Guinée, vers le mois saint de Ramadan, l'Arabie Saoudite, à travers la fondation du roi Ben Salman pour le secours et l'action humanitaire, offre des vivres à notre pays. Ce don est composé du riz, du sucre et des bidons d'huile. Ce sont les villes de Conakry, Mamou, Kankan et Zérekore qui sont concernées. Moussa Kouyaté. Ce don du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud de l'Arabie Saoudite intervient à moins de 2 semaines du début du Ramadan. L'idée est d'accompagner les populations conformément aux règles établies par la fondation. C'est un projet qui est initié par le centre du roi Salman pour l'action humanitaire. Donc, qui vise 7500 individus qui pourraient être bénéficiaires de ça. Donc, ce projet aussi bénéficie du soutien du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et aussi du prince héritier Mohamed Ben Salman. Donc, ce projet est destiné aux familles nécessiteuses en République de Guinée de la part du Royaume d'Arabie Saoudite. La fondation du roi Ben Salman a toujours accompagné la Guinée à l'approche du mois saint du Ramadan. Une satisfaction pour les bénéficiaires. Nous sommes à l'approche du Ramadan. C'est leur habitude, c'est la 3e fois qu'il envoie ces dons. Cette fois-ci, c'est 7000 sacs de riz qui vont répartir. Ce n'est pas seulement à Conakry. Mais il y aura aujourd'hui 1000 à Conakry ici. Il y aura pour Mamou et Kankan et Zérekore. Et remerciement au roi Salman pour ces dons. Et pour tout ce qu'ils font pour la Guinée et tous les musulmans. Ce dont témoigne donc des bonnes relations qui existent entre Conakry et Riyad. Promotion féminine à présent, plusieurs jeunes filles et femmes de Conakry viennent de tirer profit des parcours des modèles de réussite. C'est à l'occasion d'un panel animé par 3 femmes entrepreneurs que des exemples de succès ont été expliqués et montrés à cette couche féminine. La suite avec Adama Elza Traoré et Marwan Kamara. Cet espace d'échange éducatif est créé pour montrer des exemples de succès de la couche féminine et encourager les initiatives de création d'emplois des jeunes filles et femmes. Il est animé par 3 femmes modèles de réussite de la capitale. Elles partagent leurs expériences professionnelles, façon d'attirer des jeunes filles vers l'entrepreneuriat féminin. L'initiative est portée par Women Empowerment Up. C'est de créer des connexions entre femmes, donc promouvoir la solidarité féminine, mais surtout l'objectif derrière, c'est de permettre aux jeunes filles de trouver leurs repères dans des modèles de réussite féminin de la sphère professionnelle guinéenne. On a eu des formidables panélistes aujourd'hui qui nous ont réellement inspirés de par leur parcours. Il faut qu'en tant que femme, qu'on apprenne à s'affirmer, qu'on apprenne à avoir confiance en nous, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'au-delà des compétences techniques qu'il faut avoir, d'autres compétences, il faut avoir une intelligence émotionnelle très aiguisée. Les interventions des panélistes sont suivies de discussions inspirantes. Une occasion pour les participantes de se ressourcer et de tirer profit des parcours des aînés et aussi avoir une vision féminine dans le monde professionnel. Toutes les 3, elles ont une histoire différente chacune, auquel nous pouvons nous identifier la preuve. Elles m'ont hyper impressionnée, elles m'ont inspirée aussi. Plus tard, j'aimerais devenir comme elles. À mon projet d'entrepreneuriat, grâce à cet événement, j'ai eu beaucoup de réseautage. Je peux avoir un peu d'influence et aussi un peu de communication à travers le monde. Le respect des droits est la priorité des Women Empowerment Up. Ce programme prouve l'engagement de cette organisation non gouvernementale pour la noble et légitime cause de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Guinée. Dans l'actualité encore, l'autorité de régulation des jeux et pratiques assimilées vient de signer un partenariat avec l'artiste Ibrahim Abba alias Jupiter. La collaboration vise à sensibiliser la population, en particulier les jeunes, sur les enjeux liés aux jeux de hasard. Bakary Bamba Kondé. La signature de cette convention d'une durée d'1 an renouvelable a eu lieu dans les locaux de régulation des jeux et pratiques assimilés ARS-JPA à Kaloum
en présence du directeur général Mamoudou Cissé et de l'artiste Jupiter. Dans le cadre de cette collaboration, Ibrahima Abba alias Jupiter, en tant qu'ambassadeur, aura pour mission d'utiliser son talent artistique pour sensibiliser les jeunes à éviter une pratique excessive du jeu et à privilégier l'éducation et la formation. C'est super important de pouvoir créer cet environnement-là où on peut sensibiliser sur les bonnes pratiques et surtout en fait pouvoir leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls et que s'il y a des problèmes et qu'ils sont assurés derrière par l'ARJIPA. Donc moi personnellement je suis très honoré et je suis prêt à pouvoir accompagner. Et je pense que moi, la première façon pour moi d'accompagner, c'est justement de par ma personne, c'est de par les activités que je vais proposer à l'ARJIPA à mener, c'est de par ma présence justement aux activités de l'ARJIPA. Le directeur général de l'ARS-JPA, Mamoudou Cissé, a souligné les missions de son institution, notamment la protection des mineurs, la lutte contre la fraude et les sites illégaux, ainsi que la défense des intérêts des parieurs. Nous en appelons aux citoyens, aux enfants, de comprendre que le jeu de hasard n'est pas le chemin de la réussite. Ce n'est pas le chemin de la réussite. L'État accepte que les jeux se fassent parce que l'État n'a pas d'autre choix dans le monde aujourd'hui de pouvoir laisser les jeux se faire. Donc c'est pourquoi l'État l'encadre en mettant en place une autorité de régulation qui doit avoir une des missions principales de sensibiliser, de veiller à ce que les jeunes ne s'adonnent pas à ça, qu'ils n'abandonnent pas l'école pour se dire qu'un ticket de jeu fera mon affaire. Il a précisé que l'une des missions de l'ARS-JPA en tant qu'organe régulateur équitable et juste est de promouvoir une pratique modérée du jeu. Et je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, c'est un grand rendez-vous littéraire qui s'ouvre demain à Conakry. La 5e édition du Salon de la lecture se tient dans la capitale guinéenne du 17 au 22 février 2025. Le thème de cette année est le livre au service de la lutte contre les violences basées sur le genre. La structure Kadiak Communication de notre collègue Kadia Toukaba qui organise le salon a animé ce week-end une conférence de presse pour donner les grandes articulations de cet événement. Ali Badara Kondé. En prélude de la tenue de la 5e édition du Salon de la lecture SALEC, le commissariat général de cet événement tient une conférence de presse. Avec le label Kadiak Communication, cet événement vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Pendant cette rencontre d'échange avec les hommes de médias de la place, les initiateurs annoncent les couleurs de ce rendez-vous en son acte 5 qui se déroulera du 17 février au 22 février ici à Conakry. Une édition placée sous le thème « Le livre au service de la lutte contre les violences basées sur le genre ». Pendant cette 5e édition, attendez-vous à des formations, à des panels, à des conférences, à des projections de films, bien entendu, sur les VBG. Attendez-vous aussi et surtout au concours littéraire, à la lecture publique, qui constitue même la particularité du SALEC, parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de salons en Guinée, mais notre particularité réside dans le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent pour écouter ces jeunes à l'occasion du SALEC. Aujourd'hui, je suis officiellement ambassadrice de la 5e édition du Salon de la lecture. Et je m'engage à m'associer positivement à cet événement parce qu'il est très important. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu, j'ai toute une communauté derrière moi. Je suis suivie un peu partout en Guinée et à l'extérieur de la Guinée. À travers ce projet, le SALEC entend participer à la qualification et à la redynamisation du système éducatif du pays par le biais de la lecture. L'objectif pour un écrivain n'est pas que d'écrire, mais que son œuvre soit lue. Et la problématique qui se pose aujourd'hui dans notre pays, c'est le déficit de lecture au niveau des élèves, surtout des étudiants, pratiquement de l'ensemble de la population qui a accès, n'est-ce pas, à l'écriture. Sans lecture, naturellement, nous ne validons pas, quelles que soient tes compétences techniques, quelles que soient tes compétences comportementales. Mais lorsque la langue qui nous permet de communiquer à travers le français et que nous obtenons à travers la lecture n'accompagne pas ces compétences-là, nous ne validons pas ces compétences-là. Cette année, plus de 100 écoles au total prendront part à ce salon du livre.
Selon les Nations Unies, une femme sur 3 dans le monde est victime de violences basées sur le genre, d'où l'intérêt du thème du Salek, acte 5. Bon vent donc à la 5e édition du Salon de la lecture, le Salek. Et puis, inauguration d'une mosquée dans le district de Soloya, relevant de Marela, dans la préfecture de Farana. L'édifice est construit grâce à la contribution de tous les fils résidents et ressortissants. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des leaders religieux de Farana et des sages de la contrée. Ibrahim Baoulien Fofana. À 70 km de la ville de Farana, cet édifice flambant neuf attire le regard dans le district de Soloya. Cette maison de Dieu est le fruit des efforts collectifs des fils et filles résidents et ressortissants pour promouvoir l'islam dans la localité. Cette cérémonie inaugurale a servi aussi de plateforme de reconnaissance des acquis de la transition et elle a permis de solliciter des actions de développement pour les populations du district de Soloya. À travers cette cérémonie, une assistance pour 1. La construction d'un centre d'apprentissage de lecture, de mémorisation du Saint-Coran, la construction de l'équipement d'un collège de 7 classes, la réalisation des fourrages et puis améliorer l'aménagement de nos plaines agricoles, rizicoles, le lotissement de notre village avec un programme d'aménagement en court, moyen et long terme. Le désenclavement du district reliant les différents secteurs, nous sommes convaincus qu'avec le projet Simandou 2040, nous parviendrons à atteindre nos objectifs avec l'appui de l'État. Véritable espace de communion, ces grandes retrouvailles ont mobilisé les leaders religieux de Farana et les autorités locales de la sous-préfecture de Marela. Depuis belle lurette, toute la communauté a pris cette initiative pour profiter, vraiment doter ce village d'une maison de Dieu. Et c'est l'ensemble des contributions de toutes les personnes de bonne volonté, particulièrement ici, les fils et ressortissants de Soloya. C'est des pailles qu'on est allé couper pour revendre afin de commencer les premiers travaux de construction de cette mosquée. Tous les clans ont cotisé. Après, les jeunes sont partis cultiver pour les gens, pour avoir leur contribution. Ensuite, les ressortissants ont aussi contribué. Tous les travaux qu'on réalise aujourd'hui, c'est sous l'autorité du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Nous remercions tous ceux qui sont venus. Vous n'êtes pas là à cause de l'argent, mais plutôt pour l'amour de l'islam. Après la coupe du cordon inaugural ce vendredi, cette nouvelle mosquée a abrité son sermon dirigé par le grand imam de Farana. Un sermon axé sur l'exhortation des commerçants à stabiliser les prix des denrées de première nécessité en cette approche du mois saint de Ramadan. Les membres de l'instance dirigeante de la mosquée Alpha Amadou Touré ont été aussi présentés. Le tout bouclé par des bénédictions pour le développement durable de la localité et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. Cet avis de décès avant de se quitter, les familles Sidibé, Diallo, Diakité, Sangaré, Kaba, Konate, Kondé, Doumbouya, Kamara, Shérif, Sila, parents et alliés, ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur cher et regretté Dr Bana Sidibé, âgé de 87 ans, ancien ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, des Travaux publics sous le régime du général Lansana Conté. Décès survenu ce dimanche 16 février 2025 à l'hôpital Donka, des suites de maladie. Qu'en soit informé le président de la République, chef de l'État, les membres du gouvernement, les ressortissants de Foussé à Conakry, la belle famille Kaba de Batena Fadji, les sages de Foussé, les sages de Kankan, les sages de Soumankoy, tous les villages environnants de Baté. L'enterrement aura lieu le vendredi 21 février 2025 après la prière de 14h à Foussé, à Kankan. Nous prions pour le repos de son âme. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à partir de 13h pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.